sommes le 12 février 2018, au séminaire du lundi, où je poursuivrai sur la lecture des deux modes d'autres à propos du graphe du désir, dans Subversion du sujet, dialectique du désir, en reprenant à partir de la page 808. Et je dois dire que par rapport à ce que sont prouvés Subodoré, je pense que Lacan est plus explicite avec son hameçon, et que ça permet effectivement de le prendre d'autant plus comme templé. Et du coup, les deux modes de l'autre, au point où j'en suis aujourd'hui, mis à part la manière dont Lacan les abordait à la fin de la question préliminaire, qui était le départ de ma question, je les prendrai, et vous verrez pourquoi en cours de route, en fonction de ce que Lacan dit, comme l'un persistant comme lieu en continu, et l'autre persistant de façon intermittente, rémittante. Donc je reprends page 808. Quelque chose que j'ai déjà lu, c'est-à-dire que au milieu, sous le graphe, dans les écrits, Lacan parle d'un effet de rétroversion, par quoi le sujet à chaque étape devient ce qu'il était comme d'avant et ne s'annonce il aura été qu'au futur antérieur. On le voit là, une fois de plus, un effet de la récursivité. Donc je reprends page 809, le premier paragraphe, après qu'il ait parlé de l'American Way of Life, etc. Quoi qu'il en soit, ce que le sujet trouve en cette image altérée de son corps, c'est le paradigme de toutes les formes de la ressemblance qui vont porter sur le monde des objets une teinte d'hostilité, en y projetant l'avatar de l'image narcissique qui, de l'effet jubilatoire de sa rencontre au miroir, devient dans l'affrontement au semblable le déversoir de la plus intime agressivité. Et ça me semble tout à fait important, du moins pour discuter de ce qu'est le registre imaginaire du templé, où il y a une réversion entre ce qui est de l'ordre du narcissisme primordial, dont le sujet, dans cette rencontre avec ce narcissisme, qui va donner l'image unifiante du fait de l'unarité qui est en jeu là-dedans, et de la fonctionnalité, vous savez, c'est cette fonction qui assure l'homogénéité des extensions objectales, qui sinon sont éparses, s'il y a un garage. Donc là, le narcissisme primordial correspond à ce qui sera jubilatoire dans l'expérience du miroir en termes de jouissance phallique, à quoi laquelle jubilation se renverse en agressivité dans le semblable, qui est le passage du petit hôte au grand hôte, et en particulier, pour moi, à partir du petit hôte, de l'objet d'une façon générale au grand hôte. Donc si, pour le relire, paradigme... Pourquoi vous parlez de registre imaginaire Oui, ben là on est dans l'image et dans le miroir, donc registre imaginaire. Et je veux dire que les trois registres valent. Ils sont conjoints, même si je les sépare comme réel, imaginaire et symbolique, il faut quand même se souvenir systématiquement que le réel est imaginaire et symbolique, l'imaginaire réel est symbolique, le symbolique imaginaire est réel, et donc on est en droit de parler d'imaginaire dans l'ensemble de la structure. En gros, c'est comme ça que j'adapte le discours de Lacan à ce formalisme. C'est le paradigme de toutes les formes de la ressemblance qui vont porter sur le monde des objets, donc en bas, le semblable étant un objet, une teinte d'hostilité en y projetant l'avatar de l'image narcissique
qui, de l'effet jubilatoire de sa rencontre au miroir, devient, dans l'affrontement au semblable, le déversoir de la plus intime agressivité. Affrontement parce que ce qui pouvait être identité et homogénéité devient différence, hétérogénéité. Et le passage de cette homogénéité sur l'autre versant de la bande de Möbius, change ce qui était sympathique en antipathie, d'une manière projective. Donc, et ça, c'est le propre, Lacan le dit là d'une manière ramassée, mais c'est le propre de toute la fonction imaginaire. C'est cette image qui se fixe, moi idéal, donc le sujet dont il s'agit en l'affaire, c'est le sujet du moi idéal, il peut se fixer dans une ressemblance insupportable à l'objet qu'est le petit autre. Du point où le sujet s'arrête comme idéal du moi. On n'est plus dans l'idéal du moi initial et on n'est plus dans l'idéalité, on y reviendra. L'idéalité du graphe du désir. Le moi est dès lors fonction de maîtrise, jeu de prestance, rivalité constituée. Dans la capture qu'il subit de sa nature imaginaire, il masque sa duplicité, donc en étant et soi et l'autre en quelque sorte, à savoir que la conscience où il s'assure d'une existence incontestable, donc moi je prends tous les mots comme valides, hein. La duplicité c'est celle de la bande de Möbius, il y a deux versants, globalement tel que c'est marqué en ce point-là, il n'y a qu'une seule face, localement il y a toujours deux faces, et c'est ce rapport du global au local qui joue aussi, entre le continu, c'est ça qui a de l'importance, et le discontinu qui définit, on verra en quoi, un mode d'altérité à quoi le sujet se soumet dans le narcissisme primordial. C'est ce que Lacan amène dans ces quelques pages, si on les lit posément. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une identification entre soi et l'autre, hein? Bah oui, au travers du désir, au travers de la demande, au travers de la ressemblance. Mais c'est pas le grand autre, c'est avec un petit autre. De toute façon, l'image qu'on prend comme la sienne, c'est une image qui n'est pas soi. C'est celle que le grand autre impose, comme devant être celle à quoi on correspond, à quoi on est censé s'identifier et correspondre. Donc c'est encore un idéal. Ensuite, le sujet qui a absorbé cet idéal le vaut comme moi idéal, et ce moi idéal n'est jamais que de la poudre de parlimpinpin, je dirais, dans un narcissisme secondaire où il s'agit de reconnaître dans le miroir qu'on a bien cette tête-là, c'est tout. Donc il masque sa duplicité, à savoir que le moi, à savoir que la conscience où il s'assure d'une existence incontestable, l'existence toujours située là du côté intentionnel. Hein. Je saute la parenthèse, ne lui est nullement immanente, mais bien transcendante, cette existence incontestable, puisqu'elle se supporte du trait unaire de l'idéal du moi, donc ce trait unaire qui va dépendre donc de ce qu'il y a d'unarité dans la bande de Möbius. Pas la peine d'assister. Hein. Ce que le cogito cartésien ne méconnaît pas, d'accord. Il va y avoir toute une tirade sur la méconnaissance après. Par quoi l'ego transcendantal, ça c'est du Husserl, hein, lui-même se trouve relativé, impliqué qu'il est dans la méconnaissance où s'inaugurent les identifications du moi. Voilà. Il y a quand même à cette époque différents traits décochés à Sartre dans tout ça, y compris dans la transcendance de l'ego, c'est un bouquin de Sartre hein, quand même. Moi j'ai parlé de Husserl, mais l'ego transcendantal c'est aussi bien Sartre, mais après il y a les chemins de la liberté, je ne sais plus quoi, enfin il y a Sartre nommément. Bon, il règle ses comptes aussi là, sous cet angle. Alors, question d'idéal, il faut effectivement rappeler que
toute façon, même si c'est de l'idéal du moi, et pas seulement du moi idéal qu'il peut s'agir, hein, la question de l'autorité reste posée, savoir d'où émane l'injonction à exister, probablement, puis probablement aussi à se structurer. Lacan le reprécise plus loin, donc il n'insiste pas. Mais c'est surtout qu'à la fin du séminaire Les quatre concepts, il dit bien qu'il s'agit de viser pulsion et objet A en s'éloignant d'idéal. Hein. Bon, donc, il faut trouver un mode d'organisation où, dans ce continu global, il vaudrait mieux qu'on n'en fasse pas un idéal, qu'on laisse l'idéal, je dirais, tracer sa route d'une manière neuvienne dans son rapport à un renversement, d'idéal du moi en moi idéal, d'idéal du sujet en sujet idéal, donc de sujet symbolique en sujet imaginaire. Bon, je saute là les références au schéma qui sont tout à fait compréhensibles. Quoique ça vaut peut-être la peine d'être lu. Hein. Ce procès imaginaire qui, de l'image spéculaire, va à la constitution du moi sur le chemin de la subjectivation par le signifiant. Donc l'intérêt quand même dans ce passage, c'est d'insister sur la manière dont les choses se retournent, mais pour s'identifier, hein, d'une manière, je rappelle, meubienne. Donc ce qui compte, c'est cette subjectivation meubienne par le signifiant, où l'image spéculaire va à la constitution du moi. Bon. Ce procès imaginaire est signifié dans le graphe par, je ne refais pas le graphe, hein, par le vecteur petit i petit a m à sens unique, mais articulé doublement, ça on l'a vu la dernière fois, hein, une première fois en court-circuit sur S barré grand I grand A, et une seconde fois en voie de retour, petit s de grand A. Donc, comprendre. Je suis avec la bande de Möbius sur un mode de retour, de toute façon. Le crowbar que fait Lacan, c'est celui-là, avec d'une part un mode de passage et un autre. Là. Donc, ce qu'il appelle, donc si vous voulez, tous les éléments, petit s de grand A, et, que je ne me trompe pas, I de A, petit i de petit a et M. Donc, ce qui va de petit i de petit a à M est articulé doublement. Une première fois en court-circuit sur S barré grand I grand A, c'est ça le court-circuit. Et une deuxième fois en voie de retour sur S de grand A, ce qui montre que le moi ne s'achève qu'à être articulé non comme jeu du discours, mais comme métonymie de sa signification, qui vaut le shifter de moi des Pichon, les déictiques, etc. Le moi, il n'est jamais qu'une structure métonymique de la signification du jeu du discours, qui lui-même va dépendre de l'énonciation. Là aussi, Lacan va revenir là-dessus par la suite. Oui, ça c'est la flèche de la signifiance, et S de A et A sont à l'intérieur. Pas de signifiance. Non. On n'est pas dans le graphe définitif. On est dans le signifiant, la voix, le moi, voilà. Donc, le dernier paragraphe de la page 809. La promotion de la conscience comme essentielle au sujet dans la séquelle historique du cogito cartésien. Bon, promotion de la conscience, c'est en bas à droite. Hein. Et pour nous, l'accentuation trompeuse de la transparence du jeu en acte aux dépens de l'opacité du signifiant. L'opacité du signifiant, admettons, moi je pense que le signifiant est plutôt si transparent qu'on ne le voit pas, parce que je veux bien qu'on appelle ça opacité. Et le jeu est transparent, mais uniquement en acte, au travers de ce qui se présente d'acte
de sa mise en jeu. Lacan fait des jeux de mots par la suite. Donc, au dépend de l'opacité du signifiant qu'il détermine, et le glissement par quoi le Bewusstsein, c'est-à-dire la conscience de soi, à couvrir la confusion du Selbst, vient, c'est-à-dire comme le self, hein, ce qui est auto quelque chose, vient justement, dans la phénoménologie de l'esprit, à démontrer de la rigueur de Hegel la raison de son erreur. Bon. Tel que ça se présente, hein, je dirais que c'est qu'on est dans des rapports qui vont de l'inconscient à la conscience, en passant par quelque chose qui se donne comme Selbst. Une espèce de soi-même, conscience de soi. Je vous rappelle que je tiens que toute la phénoménologie de l'esprit peut être remplacée si à la place de conscience de soi vous mettez inconscient. Ça nous donne des ouvertures sur l'inconscient qui sont très très bien, qui montrent que l'inconscient n'est pas la défectologie de la conscience. Donc on est page 810, où l'imaginaire passe derrière le pacte du symbolique. Le mouvement même qui désaxe le phénomène de l'esprit vers la relation imaginaire à l'autre c'est-à-dire un petit A, met au jour son effet, à savoir l'agressivité, qui devient le fléau de la balance, autour de quoi va se décomposer l'équilibre du semblable au semblable, en ce rapport qui du coup devient celui du maître à l'esclave, du maître au serviteur plutôt chez Hegel, gros de toutes les ruses, par où la raison va y faire cheminer son règne impersonnel. C'est ce que souhaite Hegel. Mais, bon, après, cette servitude inaugurale des chemins de la liberté, la référence à Sartre, mythe sans doute plutôt que jeunesse effective, nous pouvons ici montrer ce qu'elle cache précisément de l'avoir révélé comme jamais auparavant. Bon, je ne vais pas reprendre tout le truc. Je vais reprendre le paragraphe suivant, ça veut dire 1, 2, 3, 4e, page 810, qui m'importe un peu plus, où il est question du pacte. Donc, mais la mort, justement, parce qu'il s'agit, celui qui devient esclave, c'est celui qui recule devant le risque mortel, qui recule sensément devant sa jouissance, à reculer devant une mort possible et qui se soumet au travail pour le maître, qui est celui qui n'a pas reculé devant ce risque. On va parler du risque quand même. Mais la mort, justement, d'être tiré à la fonction de l'enjeu, paraît plus honnête que celui de Pascal, quoi qu'il s'agisse aussi d'un poker, puisqu'ici la relance est limitée, montre du même coup ce qui était l'idée d'une règle préalable, aussi bien que du règlement conclusif. Qu'est-ce qui était l'idée d'une règle préalable aussi bien que du règlement conclusif? Car il faut bien, en fin de compte, que le vaincu ne périsse pas pour qu'il fasse un esclave, autrement dit qu'il puisse bosser. Autrement dit, le pacte est partout préalable à la violence avant de la perpétuer. Ce que nous appelons le symbolique domine l'imaginaire, c'est ce qui me semble être essentiel du fait du pacte, en quoi on peut se demander si le meurtre est bien le maître absolu. C'est pas quelqu'un, c'est le meurtre. Autrement dit, ça renvoie à la fonction père. Ça renvoie au langage comme le meurtre de la chose. Je vous rappelle, on est dans Hegel. Donc le pacte, c'est effectivement ce qui vient en acte. Moi j'aime bien le dire avec un P-acte, de telle façon à ce qu'on entende la bande de Möbius comme jouant ce pacte. C'est-à-dire qui joue de différence et d'identité entre des éléments censément opposés, qui va jouer d'indiscernabilité au total entre ces éléments opposés. Voilà. Et donc, le paragraphe suivant me semble important, car il ne suffit pas d'en décider par son effet la mort, il s'agit encore de savoir quelle mort, celle que porte la vie, ou celle qui la porte, celle qui porte la vie. Donc je pense que là, ça me semble être essentiel. Je vais refaire les dessins parce que c'est le même schéma d'un bout à l'autre. C'est juste pour ne pas surcharger. Donc le schéma étant le même, on a
a ce qui est de l'ordre de la mort qui est porté par la vie. Mais je dis que c'est un mode d'altérité. Hein. Et la mort comme pulsion de mort, c'est-à-dire quelque chose qui n'implique pas la mort, mais qui implique la vie, et qui va jouer dans ce passage. Donc il y a cette mort symbolique, cette mort réelle, à ne pas confondre, qu'on confond trop fréquemment, où la vie, donc, sera le passage à ce qui échappe comme symbolique. Donc c'est une théorie de l'échappement qu'on peut très bien reconnaître comme mort. Hein. Comme mort à l'œuvre, jouissance phallique et pulsion de mort dans l'échappement de cette structure symbolique, dans ce qu'elle produit de réalité, autrement dit d'imaginaire, en termes de Wirklichkeit, une mort effective qui vient au bout de la vie. Celle qui est portée par la vie, mais qui dépend quand même d'une manière circulaire et dans l'identité des indiscernables, je rappelle, on est toujours dans ce même schéma de ce que serait une mort préalable et une mort conséquente. Je passe, page 811. Mais enfin, Lacan dit que c'est un leurre, hein, ce que dit Hegel. Il n'y a pas de leurre plus manifeste politiquement et du même coup psychologiquement. Passage du politique au psychologique, hein, c'est important de le noter. La jouissance est facile à l'esclave et elle le laissera serf. Et effectivement, la séparation, c'est celle qu'il y a entre le maître, qui s'assure d'une jouissance phallique, et l'esclave, on l'appelle comme ça, qui est dans le travail, qui s'exténue dans le travail, autrement dit qui se soumet à la jouissance de l'autre, la jouissance mortifère. Une jouissance objectale, hein, puisque cette mort, c'est aussi une mort objectalisable, hein, c'est ce qui conduit au cadavre. La mort symbolique, elle n'est pas tangible. Dans l'intervalle, c'est tout le premier paragraphe. Dans l'intervalle se situe le mythe individuel du névrosé. Cette mort, du point de vue de la névrose. Et ce qui constitue la vie, c'est un mythe donné par Freud et repris comme tel par Lacan, comme mythe individuel du névrosé. Donc l'exemple, c'est celui de Goethe, qui se déguise plusieurs fois sans être capable d'aller présenter ses honneurs à, j'ai oublié son prénom, une demoiselle Brion. À chaque fois, il est reconnu, bien sûr. Donc, il est ridicule. C'est décrit dans Poésie et Vérité. Hein, l'autobiographie de Goethe. La ruse de la raison séduit parce qu'il résonne d'un mythe individuel bien connu de l'obsessionnel, dont on sait que la structure n'est pas rare dans l'intelligentsia, mais pour peu que celui-ci échappe à la mauvaise foi du professeur, on est plus tard, Lacan pourrait dire, dans le discours universitaire, il ne se leurre qu'assez difficilement de ce que ce soit son travail qui doit lui rendre l'accès à la jouissance. Il y a effectivement un problème quant à savoir ce qui vaut comme accès à la jouissance. Rendant un hommage proprement inconscient à l'histoire écrite par Hegel, il trouve souvent son alibi dans la mort du maître. Mais quoi de cette mort? On dit simplement il l'attend. Position de l'obsessionnel. Donc, paragraphe suivant. En fait, c'est du lieu de l'autre, grand autre, où il s'installe pour attendre qu'il suit le jeu. Pour moi, c'est ce que j'appelle une stase. Hein. Il est statique dans cette position. Il suit le jeu, rendant tout risque inopérant. Il évite les emmerdements, spécialement celui d'aucune joute, une fois de plus, dans une conscience de soi, entre guillemets, pour qui il n'est de mort que pour rire.
tel que je vois les choses. Cette mort, elle est soutenue par le mythe freudien du père. C'est ce que j'appelle la fonction père, qui supporte la fonction de la castration, enfin, qui est l'agent de la fonction de la castration. Hein. Et donc, le risque à quoi l'obsessionnel tend à échapper dans sa vie pour s'établir, le risque mortel à quoi il tend à échapper dans sa vie, le fait dépendre purement et simplement d'un équivalent de mort qui est son atermoiement de toute vie en quelque sorte. L'obsessionnel ne vit pas, il renvoie, en procrastinant, il renvoie plus tard. Donc le risque, c'est ce que je pense que c'est la menace de castration. C'est bien là qu'il ne faut pas confondre cette mort symbolique avec une mort effective. Puisque Freud insiste bien sur le fait que la menace de castration n'est pas le traumatisme de la naissance, etc., et que ce n'est pas une menace de mort. Bon, on pourra éviter de confondre. Donc cette conscience de soi, en définitive, c'est un équivalent de mort, on peut dire. Je veux dire, s'il n'y a que l'inconscient comme productif, la conscience de soi, elle est proprement improductive. Hein, et donc, c'est une mort pour rire. Hein, c'est du semblant. Mais c'est pas le semblant productif, c'est du semblant inefficace. Vous parliez de menace de mort et menace de castration, vous dites que c'est pas la même chose. Oui. Le sujet. Dans la menace de castration, le sujet, Quelque chose, le sujet se soumet à la castration. Oui. Du fait de l'échappement, il se soumet au signifiant. Du fait que le signifiant est évidé, la castration, c'est cet évidement du signifiant qui est de l'ordre de la récursivité. S'il ne se soumet pas à la récursivité, il ne peut pas vivre véritablement. L'obsessionnel s'y soumet de fait. Il n'est pas psychotique, il n'est pas autiste, etc. Je dirais même qu'il n'est pas pervers. Mais sur un versant où tout cela n'apparaît qu'une dérision de la fonction symbolique, prise d'une manière imaginaire. C'est une mise en scène imaginaire où l'équivalent de la mort, c'est sa non-vie. Hein, où demain, il vivra mieux, comme disent les patients. Bon, ils sont toujours en attente de quelque chose. Au lieu de moduler au jour le jour différemment les conditions même de leur existence, ils espèrent que ça pourra leur arriver malgré eux, parce qu'ils continuent beaucoup dans l'idée qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, ça leur arrive malgré eux. Donc la solution pourrait arriver aussi malgré eux. Tel que Lacan parle dans le premier paragraphe, hein, de la page 812, que la continuité, bon, je lis en bas de la page 811. Et si l'ananké est somatique de l'impuissance de l'homme à se mouvoir, a fortiori à se suffire, un temps après sa naissance, assure son sol à une psychologie de la dépendance, comment éliderait-elle le fait que cette dépendance est maintenue par un univers de langage, donc l'univers de langage infantilise l'homme tout le temps dans son incapacité à être l'agent de sa vie, d'où la psychanalyse. Justement ceci que, par et à travers lui, les besoins se sont diversifiés et démultipliés, au point que la portée en apparaît d'un tout autre ordre qu'on la rapporte au sujet ou à la politique. Donc, moi je dis que le schéma, du coup, devient celui-là. Hein.